à épouser cette vision et à nous accompagner. Armand Bré qui est évidemment accompagné d'une dynamique équipe. J'ai évidemment une pensée particulière pour les acteurs de cette production. C'est une formidable équipe de production pour vous livrer un aperçu aussi de l'excellence cinématographique africaine au service des industries créatives et culturelles. Les Jayli Awards, c'est un projet ambitieux, qualitativement, mais également en termes budgétaires. Ce qu'on va offrir à l'Afrique, c'est évidemment un spectacle hollywoodien. Façon Los Angeles, comme il est de coutume depuis la première édition, on a décidé à chaque édition de monter un tant soit peu de niveau. Je ne sais pas si ça se compte, ce qui va se faire, vous allez le constater par vous-même. Voilà, mesdames et messieurs, petite piqûre de rappel de ce qu'a été l'édition 2024 des Jayli, mais aussi un avant-goût de ce que sera l'édition 2025. On a pu le voir avec Cheikh Ivan qui nous ont donné quelques détails. J'aimerais quand même vous demander d'applaudir ce travail assez particulier. Merci infiniment. C'est un petit peu mounant, c'est la grosse pluie qu'il y a eu ce matin, on dirait. Est-ce qu'on peut renouveler les applaudissements, s'il vous plaît ? Alors, je voudrais consacrer les premières minutes de mon introduction ce matin, évidemment, à nous présenter, vous présenter nos plus plates excuses pour le retard accusé dans le début de cette cérémonie. Retard qui n'est pas dû, évidemment, au comité d'organisation. Alors, vous savez qu'il y a une grosse pluie ce matin. Il y a également eu à aller chercher les différentes délégations. Donc, on espère compter sur votre compréhension, votre patience pour ceux qui sont arrivés super à l'heure. Merci infiniment. Ceci dit, mesdames et messieurs, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avoue que chaque année, quand arrive le moment, la période assez particulière des Jayli, j'ai un petit peu cette pression et donc je ne vais pas regarder les vidéos des éditions précédentes histoire de me réinventer un peu, parce que j'avoue que ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas une chose aisée que de se tenir devant des esprits aussi brillants, des regards aussi affûtés. Et vous savez ce que j'ai remarqué? Je me suis rendu compte que les Jayli, depuis le début, c'est résolument bilingue. Les Jayli, depuis le début, c'est français-anglais. Publication en français, en anglais, nomination en double version, présentation en double version, texte en double version. Enfin, tout le monde est bilingue, sauf moi. Il n'y a que moi, dans tout ceci, qui depuis le début persiste à parler anglais. So, ladies and gentlemen, here we are back at Jayli for a third edition, which once again crosses Musical Africa with a renewed ambition to reveal the best of African talents. 3 days of intense panels led by experts, unforgettable meetings and show vibrant with energy. 3 days that promise to be simply exceptional. So welcome to the 2025 Jayli Awards. Can you applause for the Jayli? C'est bien, vous avez bien compris, je suis bien contente. Retour en français, parce que je sais qu'en cabine, il y a des traducteurs qui font absolument bien le travail en français pour justement annoncer notre tout premier intervenant de cette cérémonie de lancement. Il s'agit de représentants de notre sponsor pour cette édition. Merci d'accueillir le représentant de Orange Côte d'Ivoire pour les Jayli 2025 qui va nous adresser un chaleureux mot sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ah non ? Alors, on va tout simplement remercier Orange qui nous accompagne justement sur cette édition. Le discours, ce sera peut-être un peu plus tard, certainement, me fait dire le comité d'organisation. Pour l'instant, nous allons inviter ici les forces vives, les esprits, les moteurs infatigables, ceux qui, depuis le début, portent ce rendez-vous musical qui lui insuffle de l'énergie. J'aimerais donc vous inviter ici à accueillir Monsieur Cheikh Ivan, fondateur des Jayli, sous vos applaudissements. S'il vous plaît. On va l'applaudir jusqu'à ce qu'il me rejoigne sur ce pupitre. Merci beaucoup, Cheikh Ivan, founder of the Jayli. Non, il n'est pas ouvert, il est ouvert, il n'est pas ouvert, il est ouvert, il n'est pas ouvert, il est ouvert, il n'est pas ouvert. C'est bon? Je
retire ça ou pas? C'est bon, je parle? Ok. On peut couper ça, s'il vous plaît? Ok, désolé, mesdames et messieurs, on est un peu à la bourre. Ça se comprend parce qu'on commence avec un gros retard, ce qui n'est pas du tout dans nos habitudes. Donc je voulais très sincèrement, au nom du comité d'organisation, représenter encore une fois nos excuses. On a la réputation d'être extrêmement à cheval sur le respect de l'heure. Et pour le petit souvenir, je vais un peu attacher la réputation de notre MC du jour. À la cérémonie de lancement le 1er juillet dernier, elle était en retard, donc on a commencé la cérémonie sans elle. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de la rigueur qui nous caractérise. Donc vraiment, nous présentons des excuses et ce n'est aucunement de notre fait, c'est tout simplement dû au fait que, en raison de la grosse pluie, les délégations qui sont maintenant en train de nous rejoindre ont accusé un important retard dans le trafic routier. On va faire très court. Je voulais déjà souhaiter la bienvenue à tous nos visiteurs étrangers. Cette année, pour les Jayli Awards, on en reçoit une cinquantaine qui viennent de différents pays, d'Europe, du Rwanda, du Nigeria, du Ghana, des États-Unis, du Kenya, du Mali, de la Guinée. En somme, on a essayé de mobiliser différentes intelligences suffisamment représentatives de la cartographie des compétences africaines pour ce qui est des industries créatives et culturelles. L'objectif, c'est de vous offrir cette année une édition encore plus qualitative. Vous avez eu un aperçu de ce qu'on prépare pour la soirée du 29. Mais les Jayli Awards, ce n'est pas seulement le 29 novembre, donc ce n'est pas que la Jayli Night. Les Jayli Awards, c'est aussi des sessions, des panels, dont vous aurez un aperçu dans quelques instants pour ce qui est du panel inaugural sur une thématique plutôt transversale qui touche forcément aux réalités des 5 grandes régions du continent, la question du financement des acteurs. Et on aura donc des panélistes, j'ai failli dire de haut vol, mais en tout cas des panélistes suffisamment calés pour nous distiller comme ça, par dose homéopathique, leur connaissance de l'affaire. Permettez-moi de remercier tous les qui nous accompagnent cette année. Avec une certaine spontanéité, ils ont accepté pour certains de reconduire le partenariat et pour d'autres de prendre le train en marche. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'ambition, c'est d'offrir à l'Afrique ce qu'on a l'habitude de voir dans les grandes nations développées. On est tous fiers des États-Unis. C'est parfaitement orchestré, tout est bien huilé. Ça demande beaucoup d'argent et cette ambition ne peut pas la porter si on n'a pas le soutien à la fois institutionnel, mais également le soutien de nos partenaires privés. Je voulais donc, au nom du comité d'organisation, vous en remercier encore une fois. Je ne serai pas long, et pour de vrai, je ne serai pas long. Juste rappeler que pour cette édition, pour davantage crédibiliser les Jayli Awards, on a étendu le nombre de membres du jury. Donc nous sommes passés de 8 membres du jury à 12 membres du jury avec une cartographie plutôt, enfin un maillage plutôt fidèle des 5 grandes régions de l'Afrique. Ça, c'est bon de le préciser. Évidemment, il y a un travail de pré-mâchage qui a été fait par un jury de prénomination qu'on ne révèle jamais ici pour des raisons totalement évidentes. On ne veut pas qu'il y ait des accointances entre les artistes ou les postulants et donc le jury de prénomination qui fait le premier travail, le premier tri. Les critères sont connus, on ne va pas refaire l'histoire, ils sont disponibles sur le site. Chacun envoyait des commentaires ou commentait en dessous des posts pour dire « Mais oui, mais on ne retrouve pas tel titre, on ne retrouve pas tel autre titre. Pourquoi, par exemple, c'est Banger de Imra? Pourquoi c'est DX3 de Didi B en feat avec MHD? Pourquoi pas tel autre titre ?» C'est l'occasion pour moi de repréciser que quand vous ou des artistes ou leurs états-majors postulent sur le site internet, ils proposent une pléthore de titres.
Quand on fait le pré-mâchage, on va d'abord retirer les titres qui ne sont pas de la période concernée. Ensuite, le jury de prénomination va noter les titres. Et donc, si un artiste, Ismaël Savané, grand rappeur de son état, arrive à positionner dans la liste, on va retenir le titre qui a le plus gros score. Conséquence, dans la liste des... on aura... Je vais utiliser ces micros-ci pour éviter des pertes. Si on peut... Voilà, c'est bon? OK. Et donc, conséquence, dans la liste des nominés, on va retrouver Ismaël Savané et son titre qui a obtenu le plus gros score. Il arrive que des artistes aient plus d'un titre au nombre des nominés. C'est normal parce que ces titres sont arrivés à ex aequo. Pourquoi on procède ainsi? Parce qu'à la première édition, effectivement, on avait un artiste et beaucoup de titres qui étaient retenus dans la shortlist finale. Et quelques artistes nous ont approchés pour dire, quand vous procédez comme ça, nous, on a très peu de chances de figurer dans la liste définitive. Il serait peut-être bien de retenir qu'un titre, le plus gros score, comme ça, la palette de choix elle est un peu plus large en termes de nominés. Donc c'est ce qu'on a adopté cette année, pour la précision. Pour une question de transparence, vous pouvez couper plutôt l'autre micro, s'il vous plaît, complètement. C'est bon? OK. Pour une question de transparence, ce qui va se passer le 29 novembre au soir, et rassurez-vous, on va démarrer à l'heure ce jour-là, ce ne sera pas la même réalité. On fermera les portes à 20h10 pour info, donc pour les retardataires, ce sera dommage. Ce qui va se passer ce jour-là, c'est qu'on va afficher à la fois le score obtenu au niveau des membres du jury et le score obtenu au niveau du public, et on fera la fusion pour afficher le score. Toujours donc dans un souci de transparence. J'aimerais, pour ne pas être très long, rappeler également que pour la cérémonie des Jayli Awards cette année, elle est calibrée pour tenir en 2h10. Je le dis surtout pour ceux qui nous suivent en ce moment live sur Facebook, pour tenir 2h10. Le tapis rouge est prévu de 18h à 19h30 et en tenant compte du temps d'installation, on devrait démarrer autour de 20h20. Voilà. Voilà ce que je tenais à dire de façon très sommaire pour ne pas être long et permettre donc d'embrayer rapidement sur le panel inaugural. Donc Glisse, avec ta permission, je vais me retirer et encore une fois réitérer nos excuses les plus plates à l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci Chakivan pour ces détails qui nous ouvrent une fenêtre encore plus large sur la vision et l'esprit même Jayli. Ceux qui sont habitués le savent un petit peu dans les Jayli, il y a toujours deux voix qui se succèdent avec une précision un petit peu rituelle. Il y en a une qu'on n'a pas entendue ce soir et qui on souhaiterait quand même faire un petit coucou. Bonsoir, bonjour Ismaël. Merci de l'applaudir, c'est le commissaire général des Jayli. Voilà, et donc sans plus tarder, comme on l'a dit, on a perdu un peu plus de temps que prévu. On va y aller directement pour le panel inaugural intitulé « Financement des industries culturelles, quelle alternative pour les acteurs ?» Il l'a dit, ce sont des panélistes de haut vol, modératrices également assez aiguillonnées. J'aimerais donc inviter ici chaque fois les différents panélistes avec évidemment vos applaudissements pour les accompagner. Nous allons commencer avec Margot de Merseman, experte des marchés musicaux. Merci de l'applaudir. Je t'emmène le micro, chaque... Et donc, évidemment, nous allons pouvoir permettre à notre modératrice de vous annoncer, je pense qu'elle a les biographies indiquées pour nos différents panélistes. Moi, je n'ai que les titres, donc je vais lui concéder cette tâche-là. Et bien avant cela, je voudrais quand même, pour une petite pause, vous inviter à regarder tout de suite la bande-annonce des Jayli 2025, ce après quoi nous allons donc passer à ce panel. Régie, quand vous êtes prêts.
manifestation géante avec des centaines de milliers de manifestants dans la rue. Ivoiriens, Ivoiriennes, une crise énergétique sans précédent secoue la planète. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense. Et où en sommes-nous avec ce dossier? Installée à Dakar, elle s'est reconvertie dans l'immobilier maintenant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un cauchemar. Et on vient de vous réveiller. Le mois dernier, avec des collègues, on partageait un verre quand une coupure d'électricité est intervenue. En 2036, les derniers barrages électriques cesseront de fonctionner sur le territoire. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Montez dans le véhicule. Quand est-ce qu'on la ramène? Activez Phoenix. Monsieur le ministre! Et vous? Vous êtes qui au juste? La bande-annonce des Jayli 2025, on a pu voir des visages connus, reconnus, notamment FGI, Soukaina, dont on aura l'occasion d'écouter encore une fois la voix, et évidemment beaucoup d'autres acteurs dont on ne cite plus les compétences. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons ouvrir notre panel inaugural avec la modératrice Joy Wayodi, directrice exécutive, spécialiste culture responsable artistique, membre votant des Grammy Awards, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci de l'accueillir sur l'estrade. Joy Wayodi. Et je voudrais rappeler que dans les casques, la traduction, c'est sur 2 canaux. Canal 1 anglais, canal 2 français. Je pense que c'est bon. So Joy, can you please invite your, the panelists? Let me give you the... Hello, everyone. Good morning. I hope everyone. Thank you so much. I go by the name Joy Wayodi. I come all the way from Kenya to Ivory Coast. It's such an honor for me to be here again for the second time, courtesy of Jayli Awards. I am a music executive, I'm a cultural advocate, and I'm also a voting member of the Recording Academy, also known as the Grammys. So, okay, topic. And the topic is about financing cultural industries. You know, when we talk about financing cultural industries, we simply mean providing money, tools, and support that artists, creatives, and cultural entrepreneurs need to produce, distribute, and scale their work. It's about turning creativity into sustainable businesses while preserving the identity and stories that shape who we are. So without further ado, I'd be honored to guide this conversation. And I'm also joined by an incredible panel of experts who will bring real experience, vision, and solutions to the table. So the first panelist that I'm about to invite is Rafael Benza. And Benza is from South Africa. He's a chief operator, chief opportunity creator, director, and cultural investor. So Benza will join us and give us tips, gems, and solutions on what we're about to discuss today. Please welcome. Our second panelist of the day is Margot Demi-Simon. She's a music market analyst. She's also going to join us today. Please welcome. So our third, hold on.
Our third panelist is Michael Coffey. He's the Director General of ACMC. Oh, unfortunately, he's not here, so... Oh, okay. So I'm sorry. Please welcome. So, to proceed with the panel, with the discussion of today, I'm going to start right over with Benza. Yeah, so, bonjour, you know. Bonjour, ça va, everybody? Thank you for welcoming me to Ivory Coast, Abidjan. It's been a pleasure. I've been well taken care of. I'm very excited to be here. I've heard so much about the awards and the conferences. It's great to see a lot of people in attendance. Thank you for having me. 1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Hi everybody, I'm Margot, so I'm very happy to be here. Je suis très contente d'être ici, invitée sur ce panel, sur un sujet très très important sur le financement des industries culturelles et créatives, un vrai sujet ici en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne de manière générale. Je suis l'attachée régionale musique à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes et à tous. Je remplace à la main levée Mike Coffey qui s'excuse de son absence. Et donc je représente donc ACMC qui est une banque d'affaires fondée et basée à Abidjan et qui intervient sur un certain nombre de problématiques et notamment sur les sujets liés à la structuration et au financement de projets sans distinction de secteur ni de typologie de clients, que ce soit pour les acteurs donc, du secteur privé et du secteur public. Merci. Thank you very much. So, so let's now get straight to the point, right? So I want us to start by grounding the conversation, right, about financing cultural, industry. And by context, if I start with you, Benza, what do you understand by the word, financing the cultural industry in the current world right now? Okay. Yeah, I think it's very important that we have a financial support for the culture. The problem that we tend to have sometimes is that the finance or the banks don't see us as infrastructure. Sometimes they see us as a charity or a side project. We need financial support in ways that actually complements how music is sold. For example, it's not a traditional debt loan, where there's a monthly payment, like you will buy a house and you must pay 10,000 euro every month. It can't work like that because music is different. Music is more variable, and the financial instrument that we're going to use, it has to relate to how creative people make money. For example, a music artist makes money from revenues from royalties, and those come, sometime monthly, sometime quarterly. And it's better for a bank to look at royalty-based financing. For example, using a recoup process rather than here's a loan for 10,000 euro and you must pay 3,000 every month. We don't work like that. So yes, there's financing opportunities there, but they need to be more flexible, and they need to understand how the creative work, how we receive our money, and how we invest our money. So we welcome to, I'm glad that we have a bank here that's looking at it, but it's welcome, but they need to be more flexible and they need to understand, and they need some help within the organization how to really support and finance music. And you, Margot? Alors, moi j'ai un point de vue assez spécifique parce que je travaille pour une institution gouvernementale, pour une ambassade de France, pour l'ambassade de France, donc pour une ambassade au service culturel. Et nous, en fait, notre rôle
du coup, il est de travailler sur de la coopération et donc de mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont permettre de structurer un secteur pour permettre de l'emploi et pour permettre une croissance économique de ce secteur. Donc nous, nos activités, en fait, pour permettre, en fait, dans le cadre d'un financement des industries culturelles et créatives, ça va être de financer des activités autour de ces industries, donc pas spécifiquement des acteurs individuellement, mais un certain nombre d'activités, entre guillemets, d'intérêt général qui vont permettre de structurer le secteur par la professionnalisation des acteurs. Donc ça, c'est un gros point. Comment on professionnalise en fait les métiers, donc pour mon cas, de l'industrie musicale. Comment on incube des entreprises du secteur de la musique. Donc je parle de la musique, mais c'est valable pour l'ensemble des industries culturelles et créatives pour qu'elles permettent justement d'accéder à des financements divers et variés. Donc professionnalisation. Deuxième point sur lequel on travaille, c'est la régulation. Comment on crée un écosystème qui est mieux régulé et qui permet du coup de générer des revenus. Donc par exemple, on va travailler beaucoup avec les États et les ministères de la Culture, mais aussi, par exemple, on va travailler avec l'UMOA. Actuellement, on travaille sur un projet qui va aider à régulariser la situation, notamment des contenus audiovisuels sur les plateformes en ligne, puisqu'il n'y a pas de monétisation sur beaucoup de pays francophones, dont la Côte d'Ivoire. Donc, formation, régulation, et ensuite la dernière chose qu'on va réaliser, c'est d'essayer d'ouvrir les perspectives à l'international des acteurs du marché. Donc on va travailler sur mettre en place et soutenir des événements comme celui-ci, par exemple, les Jayli, sur lesquels en fait les gens vont pouvoir connecter et où des financeurs vont pouvoir rencontrer des acteurs. Donc on finance un certain nombre de salons professionnels un peu partout en Afrique pour permettre en fait ce network. Donc voilà, donc nous on est vraiment là-dessus. Alors après il y a quelques tentatives récentes qui vont en direction, et peut-être qu'on en parlera après, qui vont en direction du financement direct des entreprises. Et là effectivement il y a des fonds de garantie sur lesquels des acteurs comme Proparco, qui est la filiale privée en fait de l'AFD, travaillent pour que en fait on puisse créer ces fonds de garantie qui vont aider des entreprises à se développer dans un contexte qui est celui des industries culturelles et créatives et qui est un contexte qui est très risqué. Thank you very much. Sir? Alors oui, c'est très intéressant de poser le cadre, et surtout pour nous, les banquiers d'affaires, puisque, comme l'a dit si bien Raphaël, il peut se trouver un écart, un gap entre effectivement les besoins de financement qui émanent de cette industrie, donc les industries culturelles et créatives, et naturellement le professionnel du secteur censé financer ces mêmes activités. Et la réalité aujourd'hui, si je regarde et que je fais un focus en réalité sur le deal pipe de notre banque d'affaires, nous n'avons eu aucun dossier ou aucun sujet lié à cette industrie, que ce soit de près et de loin. Et donc, c'est très pertinent aujourd'hui d'adresser le sujet du financement de ces activités par ces acteurs et par aussi les institutionnels qui constituent l'écosystème dédié à cette industrie pour essayer effectivement de trouver effectivement des solutions, n'est-ce pas, pertinentes et pérennes pour accompagner le développement de ce secteur. Tout cela pour dire qu'effectivement, nous, en fait, avec le prisme de la banque, nous essayons en tout cas de pouvoir trouver des solutions, c'est notre métier en tout cas, pour apporter un financement, que ce soit en cash, que ce soit en outils comme des garanties, que ce soit en appui technique, pour aider en tout cas les acteurs de ce secteur à développer leur business. Cela pose le sujet, premièrement, de la compréhension de leur business model. Alors c'est vrai que, comme l'a si bien soulevé Raphaël, son contact avec la banque, c'est peut-être une proposition avec des termes financiers qui ne semblent pas correspondre justement à ses besoins. Mais la réalité, c'est que ces termes financiers sont le reflet d'un point de vue bancaire aussi de, n'est-ce pas, de la compréhension d'un paramètre très important qui est censé être aussi le risque associé au projet. Et donc, se pose donc le problème déjà de cette compréhension du business model. Le deuxième volet, effectivement, et on va sans doute l'adapter, c'est la traduction effectivement de notre compréhension en propositions concrètes
pour accompagner justement les différents acteurs de ce secteur et pour les aider à pérenniser, n'est-ce pas, leur business. Can I add to this? Yes, sure, please. Yeah, I mean, it really is an exciting time right now, especially seeing that banks are now open to listening to us and seeing us make proposals to them. It's also very exciting right now for music when we have support from government institutions. But, you know, they need someone in their organization, an intermediate, and that's what we do at Fifth Season, because there's different kind of finance projects that we do that we need financing for. For example, if I'm doing a songwriting camp, the finance I need is different if I'm doing a 10-city tour. It's different than when I say I want to create a new EP or a new album, and with that, I'm going to now wait for revenues from sales, but I'm going to create merchandise and so on and so on and so forth. So it's great that the banks are now excited, and I think in Kenya, there's a bank also that just announced that they're going to do financing on catalog. There are different ways to finance, and I'm glad that you guys are now open to it, because they have to be flexible and have to learn from intermediate like us who can explain to them how the creative process, you know, we're 2 decades in it. We've self-financed, we've gone to foundation to also finance, and we've, you know, taken out equity from our houses to make this thing. So excited to see this, very, very, very excited to see this. And yes, please, let's all keep on talking so we can make sure that we get money to our creators. Okay, so we know many creatives, they have challenges when it comes to accessing funds, you know, loans or, you know, investments. I just want to know, why do you think the traditional institutions like banks are hesitant to give loans, you know, to creatives that are willing to, you know, invest back in the society, depending on what they are doing? Why do you think sometimes the banks are quite hesitant to give out loans? One thing that needs to be understood is the work of a bank is to assess a business model, both on the revenues perspective and on the risk perspective. And definitely the latter is a strong parameter that is taken into account to value their proposals. So at one point, when they are addressing a demand from a client from that industry, you need to understand where the value is created, one. Second, how long that value will be created over time. Because basically, if you have a proposal for, say, 50,000 euros, 100,000 euros for 5 years, the bank has to cover the risk of not getting the money back. And for that assessment to be done, the bank needs to understand where the value is created over time, okay? So it is not a traditional business model that an industry in the agribusiness or in real estate where basically you know at a point with a certain degree of certainty how you will create value. The revenues are not really recurrent based on the performance of an artist. You cannot say for sure what will be the frequency that the artist will be issuing a CD or whatever over time. So this, from the banking industry perspective, represents some risk that it has to cover. So there is a point that needs to be addressed definitely is about the understanding of the business model, one, and second, how we as partners, financial partners, with the mandate to provide liquidity to that sector, to that industry, how we can make sure that all those risks are taken into account and it is reflected in the proposal. So, because basically it's not, no one wants to lose money anyhow, both from the industry expert, but as well, but on the financial industry perspective as well. Thank you so much. Margot? To go in the same direction as you, I think that
this is why there are two very important things that creative industry company needs to work on. First, all the creative industry company needs to be involved in the question of IP, because IP is at the center of the business model for all the creative industry. All of them, like this is the core of the business model. So the more robust this IP is working in a country and internationally, and the more your business model will be stable in the long term. So the more the bank can understand that you have like each semester you have like something coming, revenue coming by itself, because the company is working on different production and broadcast. So this is something all the creative industry needs to be involved in, to push hard in their respective countries. The second thing he talked about is the risk of the creative industry. So we all know that an artist, a creative, can have like a big success at one point and then have the second album that doesn't work, you know? And you can maybe be a composer and compose for this guy and have like a big hit, and then compose for this person and have nothing behind it. So all the creative industry companies need to diversify their business model. It means that they need to have revenue from their own market, but revenue from outside of the market as well. They need to have like different, they need to be present at the different step of the value chain, of the music industry. I speak for music, but yeah, generally speaking, for them to lower the risk of their activity and to find like different ways of earning money. I think these are two very important points to focus on for them to be able to access this kind of loans or grants. And Okay. You want to add something? Yeah, Sure. well, I can. Well, I mean, I think it's well noted from the banker and also from the foundation. There are hesitations, and they are funded because it is a risk. They're in it to make money, but there is a risk as we do it in music. But there are things that we're lacking before, lacking structures, we're lacking data, and but those things have changed now, right? So IP is very important. Formalizing your business, getting a proper bank account, getting a business manager to look after your business. The data is there. So we now can tell you an estimation of how much an artist will make on a monthly basis from projections. So the data is there. We collect the data from Spotify, and we get the data from other aggregators. So there are solutions. They're not insurmountable. I don't want you to get this I don't want you to get sort of discouraged. The data is there, and so people like us, that's what we do. We act as intermediate, so we can collect the data for you. We'll make sure the IP, we'll make sure the registration is done correctly, so that when the banker needs to see, okay, the contracts for this, who owns what part of this song, and how long is the master for, and the longevity of the master and ownership, and even the publishing. So those informations that they were not there before, like 5 years ago. Yeah, so I can understand why you're still concerned, but they're there now. And they're working on more of it. It's education, it's information, and it's exposure. Yeah. So I don't find that I think in 2026, we will see more bank support because the data is there, the structures are there, and now it's just about the will of us. Okay. So speaking of solutions, right? Especially in the private sector and investment, what other alternatives, or which alternatives financing the models do you think hold the most promising for scaling the cultural business, you know, in Africa? Is it venture capital or royalty financing, crowdfunding, or is there any other way? Venture capital, I'm not really sure about them because normally they have a window of 5 to 7 years and they want to cash out, and sometimes the exit is not very pretty. So I don't think the venture capital will work.
unless they understand that a master ownership that they're trying to buy, a catalog they're trying to buy, has a 70-year turnaround. You can make money from that from 70 years, even your publishing. So I'm not sure about venture capital. Crowdfunding can be good if you're a popular artist where you have a strong fan base, a whole army to really support you. When you make a call and say, here's a WhatsApp group or here's a mobile account, please support me with 2,000 CFA and that, yeah. But you must have like a strong following. So it doesn't really work out for the up and coming, the new acts. I would probably say the royalty financing is the best way to go. Major labels have been doing it forever. It's called advance in our industry, where the major labels will give you an advance on your future royalties. So that has been a formula that the major has worked, but we're now seeing it adapted to licenses and then also distributors, where the process is we're going to give you X amount, 10,000 euro, and it's going to be on your future revenue. So, for example, the first hit does very well. They could actually recoup all of it at one time. If not, it's over a period of time. But it's revenue shared, so it's not 100% of the royalties that the artists make. You might say, here's 10K, we're going to take 20% every time, every month, or every quarter your income come in. So that's something that the major is always doing. We have the licensors that are doing it, and we now also have the distributors that are doing, giving advances or royalty advance. But it's also something the bank can do, because under the license and the limited for their recoup of their finance only to music sales. Can do a personal investor and not just a bank. So anyone actually could support an artist with an investment of royalties streams that the artists make. So from brand deals, from live shows, from merchandise. For me, I would say the number one would be royalty advance. Would be the best way to finance right now, and the bank can create a vehicle for that. The other one I would also mention, and probably we'll talk more about it later, is bridge financing. That's another one that I want to talk about later, but bridge financing is also very good. All right, thank you so much. Margot? Well, I have very few things to add. I think you're really right on your point. Royalty is like the first way the recording music industry is financing itself, and it means that they don't really need bank, because like they can get the advantage. This is the perfect world for them. It is not solving the issues for the live music sectors or for the publishing, but publishing can work a little bit the same way when IP is working. So I'm sharing your point on that. The interesting thing in Sub-Saharan Africa is that the companies who were able to raise money and to get money from private investor, most of them, they are not like tech-orientated companies. They are really traditional companies. So VC is not really the main way to get funds for them. And if you see like the best company, like the best music, the leading music company in the continent, like Chocolate City, like Mavin, like Africori, all these companies, they didn't really use like VC. They are long-term companies, traditional company, using royalty and distribution deals to work and build a big catalog and then diversify their activities. Okay, I'm not an expert of the industry, but from what I know, I think the royalty come at the end of the process. I mean, the product. I mean, the CDs or whatever the support. Yeah, it comes from streaming. So okay. Yeah, there's CD, there's physical CDs, but now it's streaming, where it's available to you on Spotify, YouTube, the DSPs. The DSP. You make money from that, but.
you said it comes at the end. What comes out after you release the music. After the However, produce. Yeah, exactly. it used to be every 6 months, but right now it can be every month. So it's easy to track. Okay, Yeah. but still you have to finance the production of the music. Yes. You do. So the issue remains. So there is an issue with the financing the production, financing the product, Yes. the process Yes. before royalty. Yeah. It's like, and I it's guess like building a business, like building a coffee shop. You have to finance the coffee Sure, shop, buy the okay, flour, buy the sugar, definitely. buy everything, and then the people come. Of course, Yes. okay. So maybe the actors of the sector has to consider as well maybe the love money, of course, if they have the opportunity to tap into that source, or money from business angels as well, who are really, who some may be willing to take the risk of financing the production of the music before it goes whichever the distribution channel is they use. And I think that there are more and more VCs considering that sector as well, as we are collaborating with, in our investment bank with one actor in Luxembourg today who take risk on this industry. Basically, they're taking tickets from 50,000 euros up to 1 million euros, but still the investment policy involves basically developing the business. So this is a strong investment thesis. It's the international exposure, whereas I think in Africa we have primary issues which relate to the fact that we can develop a sector, African music, African standards that need to be exposed worldwide. So as Raphael say, I think there are more and more actors that are looking today to that industry, and we need to find the appropriate instrument, financial instrument, to capture the return potential on that industry. So, speaking about government and policies, right? What kind of durable financing, what kind of durable government incentives or policies do you think that can help the financial access for the creatives? Well, I think that, like, I will tell about IP again, but I think the first role of the state is to create the good condition for the creative industry to other kind of regulation toward live music, for example. Most of the states now are quite involved in the creative industry. They realize that to think about the way to support the creative industry. Production of recordings to help some for the creative industries. More and more the government, and here for example in Ivory Coast this is what they did, so with like good and bad things into it, we can debate about this, but they created a fund to give loans to the creative industry. So they are the guarantee for the bank to have to recover the money in a way. So these are like public-private combination that works good, even if like the part of the professionals is not yet done, because like the music professional here as well needs to professionalize and really understand like how, like why do you get money from these funds, how do you invest this money, how you get, like you bring back this money, and how you build your business model with this kind of money, you know. But still this is something that can really help on the funding, like financing support of the creative industry, because it lowers the risk of the bank basically. And the last thing is that, like, if a state is really willing to develop and to develop it strongly the creative industry, they need to like create like pluri-annual, like multi-yearly plan and investment in infrastructure, like saying, okay, we need a venue in, I don't know, 5 regions of the country, for example. So we will like we will do it, you know, working with the private sector as well, you know, but we will
like create the infrastructure. So I think these are the three main things that can really leverage the economic growth of the creative industry thanks to state actions. Yeah, I think they can also add tax incentives, right? I think that's that also will help. I agree completely with her. She actually answered what I was going to say. So I don't have much to add, except that I think tax incentive is very important. And our government needs to understand that, you know, we need them. They can be our savior. They can de-risk by being our angel investor, preparing us, taking the risk. The bigger organization, they can take the risk, be our angel investor, and prepare us and put us in good standing that we can take the numbers and the data that we have and then take it to the bank and say, we need for a second round. Sure, Raphael. Still, there is one point as well to be addressed, is the fact that we're talking about an industry which is highly informal. So I think there is an urgency to demonstrate the potential impact at a national level, whichever the country, of this industry, both in terms of economic terms, i.e. the impact on the GDP, but also in terms of social impact, because cultural and creative industries embrace a lot of youngsters as well. So I think it can provide a lot of development opportunities for the young people. And from this point on, it's easy to capture and make projection at the national level to invest from the public perspective, either with loans with bearable condition, but even with public subsidies who can help a lot, i.e. providing monies to those who have started to structure their company to help them have access to finance and to come up with a practical solution to develop their business models. The public sector can address these opportunities, since I just learned that there are data now that can be used to capture those opportunities. So I think those data can be turned into viable opportunities and policy instrument from the public sector. I think we can also discuss about crowdfunding, because I do know some creatives would probably reach out to family, friends, or wherever to maybe help them with crowdfunding money to sponsor their project. So I wanted to ask if community-driven funding, like corporates or collectives, can it be stable or a scalable model for any creatives around the globe, not just here in Africa, like literally everywhere? Yeah, yes, I think so. It has worked before. Back in the day, I think high life music, jazz, those kind of music that was underground. It was crowdfunding and friends who helped support the artists to get them where they were before they were recognized. We do have some crowdfunding, in the modern world. There's Patreons, there's Kickstarters, there's other crowdfunding. And I think it can help, but it's going to need like some governing body. It's going to need some check and balances. I think once you can apply a governing council to it, or you can apply terms and agreement, then it can work. Then it can be scalable. But it's very tricky when you're now dealing with 100 people in a WhatsApp group, or 100 people mobile money, trying to send money, and then what's the return? Right? What is our goal? Is our goal to create a star? Is our goal to create a sponsor and finance a record label that's going to create a few more stars? It gets tricky, but it can be done. Like I mentioned before, it can be done with an established artist. I think that's the most secure way, because you already have an idea that this person is an established artist. You have an affinity for that artist. You want to be part of that artist's bigger story, and he says, I'm now trying to find funds to go on a tour to Europe, and then you can support that, and you can see the return of it on your TV or on Instagram and enjoy it. But it is scalable, but it's going to take a lot more work,
I think that the government and banks are the better way of finding funds. I agree, but I really think that that in Africa, the link with the community and the impact of what we call here le mécène, so I don't know in English, patronization, no, I don't know the right translation. Someone who wants to help, you know, basically. More like a donation. Donation? Yeah, donation, yeah. But yeah, there is like the un peu du mécène ici. So these people are very important for the lunch and then the development of the career of the artist. And I think that there is like a very interesting thing to keep into this way of an heritage from like the way it has been financed like the century before, you know. And I think that the most intelligent people in the creative industry now are the ones who are able to have like this kind of revenue from streaming, IP and stuff, but are still able to work with this mécène and people who are really willing to help them and who are able to sustain the career as well in the long term as well. So I think in Africa there is this opportunity to mix these two ways of financing your work, your creative work, which is a strong, very strong opportunity for Africa. Mixing the informal and the formal. Yeah. We're a developing nation, aren't we? We have to make it work for us. Well, from our perspective, though, we need to make sure that when we want to scale the approach, we want to make it. I mean, we want to de-risk the approach, and we want to get rid of the random factor in the appreciation of the process. When we talk about crowdfunding, when we talk about the mécènes, as Margot rightly said, well, it can work on a case-by-case basis. However, we will doubt about the scalability on, I mean, an industry level. Can we make sure that in the long run, we have all those people ready to donate the financing solutions to the actors, to the company of these sectors, without, I mean, any random factor or any risk, again, a factor. This is a point that we need to address in estimating the risk, in budgeting the risk, and making provision to account for that risk as well. So now the floor is open for any questions to our panelists. So if anyone has a question, please raise your hand so we can engage more. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Si vous pensez avoir une préoccupation particulière, question à poser donc à nos panélistes, mais aussi à la modératrice, allez-y. Bonjour. Bonjour, j'ai deux questions. Une question qui s'adresse aux financiers et j'ai une seconde question qui s'adresse à la personne qui travaille pour l'ambassade. Alors, de ce que j'ai compris en tout cas du financier, a priori, les banques ont une certaine aversion du risque et de ce que j'ai cru comprendre, les artistes africains en particulier ont beaucoup de mal à se faire connaître et à gagner leur vie à travers leur art. Du coup, comment vous faites? Combien de dossiers sont traités? Combien sont validés? Appliquez-vous du scoring? Voilà, comment ça se passe concrètement? Merci. Vous voulez bien vous présenter Pardon? Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Mamadou Meïté. D'accord. Quel média?
Alors, je ne travaille pas pour un média, je travaille dans le bâtiment. Très bien. Ouais. Merci. Donc la question est adressée au banquier, à la représentante de l'ambassade, c'est ça? Moi, je pense que la question s'adresse à Margot et puis à moi. Je veux répondre vraiment du point de vue du secteur bancaire. Alors, oui, effectivement, il y a un problème dans le financement, il y a un sujet à adresser que nous avons abordé d'un point de vue du risque et du pricing de ce risque-là. Comment on chiffre ce risque, comment on le quantifie et comment on le couvre pour être sûr que lorsque nous avons décaissé les fonds, on est sûr de pouvoir les récupérer d'une manière ou d'une autre avec un certain intérêt, pour schématiser et pour faire très simple. Alors, on a parlé de différentes pistes de solutions, bien entendu, mais la vérité, c'est qu'au-delà même de l'industrie culturelle ou du secteur créatif, c'est une thématique qui s'adresse à l'ensemble du secteur, même des PME en Afrique subsaharienne. Le fait que l'approche ou même la démarche ne correspondent pas à un certain canevas d'un investisseur ou d'un financier fait qu'effectivement il y a un blocage et il y a un gap qu'il faut combler. Ça peut être le secteur des industries créatives, ça peut être aussi une PME du secteur agro, ça peut être une PME du secteur du real estate qui ne va pas avoir accès en fait à des financements provenant d'une banque avec des prêts, puisque effectivement la structuration fait que à travers le scoring, vous l'avez évoqué, mais pas que, à travers la perception même du risque de l'ensemble du secteur, fait que les instruments ne peuvent pas être mis à disposition ou ne sont pas mis à disposition en fait des acteurs de cette filière. C'est une thématique, en tout cas c'est pas une tare simplement africaine, c'est aussi une difficulté pour des artistes qui soient dans des économies plus matures, si on considère effectivement que ce soit le terme approprié, qui ont du mal à se financer auprès du secteur bancaire qui, malheureusement, a une seule grille de lecture qui ne permet pas aujourd'hui de mettre à disposition l'ensemble des instruments financiers qu'ils devraient mettre pour financer ce secteur des industries créatives et culturelles. Voilà, donc naturellement, il y a le scoring. Là, on ne vous apprend rien, mais il y a d'autres facteurs aussi qui sont pris en compte, qui font que, naturellement, l'approche est jugée, pour le moment en tout cas, trop risquée des acteurs, en tout cas du secteur financier que je peux connaître. Margot, peut-être quelque chose à rajouter rapidement? Est-ce que c'était la même question pour moi? J'étais pas sûre d'avoir... C'était à peu près la même. Comment nous on fait pour financer? Comment... Alors voilà, alors voilà, nous... quel type d'accompagnement vous proposez? On sait très bien également que tous les organismes d'État demandent un certain nombre d'éléments pour constituer le dossier. C'est pas forcément évident et à portée d'un artiste. Donc voilà, est-ce que c'est des prêts bonifiés ou pas? Enfin voilà, est-ce que vous participez concrètement à aider un artiste à prospérer? Alors, pas vraiment. Disons qu'en fait, on donne très rarement le financement direct aux artistes. Nous, on est bailleurs, donc moi je suis ambassade de France, en fait. Donc, le financement direct de la création artistique, elle peut passer, bien sûr, par des appels à projets qu'on peut avoir sur les instituts français, les alliances françaises qui font de la co-création entre des artistes français et des artistes locaux, mais qui parfois aussi accueillent en résidence des artistes locaux, mettent à disposition leur salle pour qu'il y ait des concerts et que les frais soient réduits, organisent parfois des choses en dehors des murs, etc. Donc là, effectivement, il faut aller voir les instituts français et il faut, en tant qu'artiste, aller se présenter et pitcher son projet, c'est-à-dire dire, moi je veux faire tel concert, je veux faire telle chose, est-ce que c'est possible de travailler avec vous là-dessus? Mais ça, c'est pour la partie production ou création. Moi, ce que je fais, c'est un peu différent. Moi, mon rôle, il est plutôt de créer d'aider l'écosystème à avoir un environnement dans lequel les artistes peuvent gagner leur vie. Donc, ça signifie que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un an, je donne un exemple sur la régulation. Donc, aider à la régulation du secteur. En Côte d'Ivoire, il y a un an, un peu plus maintenant, il y a un décret qui est passé sur la copie privée. La copie privée, c'est une redevance qu'on prend sur tous les appareils de stockage. Parce qu'on part du principe que sur ces appareils de stockage, vous stockez, probablement illégalement d'ailleurs, de la musique
ou du contenu audiovisuel. Donc on applique une taxe quand ces appareils rentrent sur le territoire ivoirien. On applique une taxe qu'on va reverser derrière aux artistes et qui d'ailleurs vont venir financer à la fois les artistes, mais à la fois financer la création de ces artistes. D'où le fonds au ministère de la Culture qui aide à financer cette création des artistes. Donc pour la mise en place de cette chose-là, nous, ambassade de France, on a subventionné le Burida, qui est l'organisme qui perçoit cette redevance, pour qu'il forme les douanes ivoiriennes, qu'ils aillent en Algérie voir comment les Algériens, eux, font pour mettre en place ce truc-là, communiquent auprès des gens des industries culturelles et créatives qu'est-ce que c'est que la copie privée, comment elle est utilisée, comment elle est gérée, et mettent à jour leurs logiciels qui leur permettent de traiter ces choses-là. Donc ça, c'est un truc qu'on ne voit pas, mais sur lequel moi, je travaille énormément. C'est-à-dire comment je fais en sorte que les créateurs vont gagner plus d'argent par ce qu'ils font. YouTube est un autre sujet sur lequel j'essaye d'avancer avec les pouvoirs publics. Donc là, avec l'UMOA, par exemple, on essaye de mettre en place une directive qui va obliger les GAFAM à rémunérer en fait les contenus qui sont diffusés sur YouTube. Aujourd'hui, vous avez 1 million de, vous êtes ivoirien, vous avez 1 million de vues en Côte d'Ivoire sur votre titre, vous gagnez 0. Donc ça, par exemple, c'est de la régulation, mais en attendant, en fait, eux, ils ont besoin qu'on leur dise que quand il y a 1 million de streams, il y a du revenu qui vient. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel je travaille. Donc ça c'est la régulation. L'autre partie sur laquelle on travaille énormément, c'est la formation. Donc par exemple, on a mis en place, ici en Côte d'Ivoire, un programme qui s'appelle Boost by Sima, qui est 20 jours de formation pour les acteurs de la filière musicale. Donc là, ils apprennent le management d'artistes, la production phonographique, l'édition musicale, produire un spectacle, etc. Et donc là, en fait, l'idée, c'est qu'eux arrivent à la fin avec des cartes dans les mains et qui leur permettent derrière de dire « je peux développer telle et telle activité au sein de ma structure ». Et donc, quand ces gens-là, en fait, ils sont armés suffisamment pour développer toutes ces activités au sein d'une structure, ils travaillent avec 5, 10, 20 artistes derrière. Et donc, ils aident en fait ces artistes à produire, à les diffuser, à les développer, etc., etc. Donc, on travaille beaucoup sur la formation et aussi l'incubation. Par exemple, au Ghana, on a un programme où on prend des startups des industries culturelles et créatives, elles suivent un programme dans lequel elles affinent leur business model, elles sont en capacité d'aller parler aux banques, on les présente à des potentiels investisseurs et on leur donne une mise de départ, c'est-à-dire une enveloppe, enfin pas toutes, mais certaines d'entre elles ont une enveloppe de départ de 10 000, 20 000 $, un truc du genre, pour qu'elles amorcent des activités. Donc ça, c'est un peu donc on ne travaille pas directement avec un produit, c'est-à-dire avec un album ou un artiste, mais par contre, on travaille tout autour pour faire en sorte qu'ils évoluent dans un environnement qui est plus rémunérateur, plus professionnalisé, plus régulé, quoi. Voilà. Allez-y, madame. Good morning, everyone. My name is Aja Kobele Keita, and I'm a music executive. I first have a comment, and then I have a question. Throughout, the conversations that we were having today, there was a topic that pretty much piqued my interest with the banker, I would say. The comment that I wanted to make is that I think that the first thing that we really need to start looking at is everything starts with culture, right? And what I mean by that, being able to work in both the Francophone and the Anglo-Saxon industries, as far as the music industry, creative industries are concerned, we noticed that in Anglophone countries, as far as the banking system, they're pretty much more open. They've been open now to be able to invest in the creative industry, not just with musicians, but with award shows and pretty much anything that touches this sector. Do you believe that the Francophone side needs to pretty much try to catch up with that, put in some type of initiatives to be able to have data, just like Benzo had pretty much noticed a little bit earlier? There's data out here, but a lot of creative bankers in this industry don't have access to that. Do you think that it's time for you guys to be able to put some type of structures together that will be able to help you creating that? Thank you for the question and for the comment. I definitely believe that you have a point, but I think, and
only my personal opinion. It goes to a more broader level. If you take the Anglo-Saxon mindset, let alone the Anglo-Saxon banks, but Anglo-Saxon mindset, they will be more willing to take some risk. They will have a view on the reward, which is different from a Francophone mindset, and hence, which is translated in the banking sector. If you look at the financial crisis in 2008, you see a lot of American banks had a lot of issues with credit derivatives, not to give too much detail, but because they have more risk appetite than traditional French mindset French banks. Okay, so of course there is a catch-up to be made based on your comment on the cultural and creative industry as well. And I hope that the financial instrument will come along with the right analysis and right quotation of that risk from that industry, so that the companies from the Francophone space can have financial proposal from the banking sector. Thank you. Est-ce que d'autres personnes auraient des questions? On va prendre deux dernières questions. Cheikh. Alors, moi j'ai une question et une préoccupation. La première, je vous ai entendu parler de production artistique, d'artistes qui vont en studio, qui produisent des chansons et qui les mettent sur le marché, avec une incertitude quant au succès ou à la régularité de ces sorties-là. En aucun moment, je peux peut-être me tromper, je n'ai entendu parler des initiatives comme les Jayli Awards, comme des gens qui sont dans la régularité en termes d'organisation de concerts, par exemple, qui tous les ans justifient d'au moins 3 ou 4 gros concerts à l'année. Ceux-là, bien des fois, n'entendent pas une oreille, n'ont pas d'écho favorable auprès des banques, auprès des financiers. Comment vous l'expliquez? Ou est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas comment ça fonctionne? Ça, c'est une question pour le banquier. Et puis la deuxième préoccupation, je pense qu'à regarder Ismaël, j'ai oublié ce que je voulais dire. Elle concerne, ça va me venir, c'est une question très importante. C'est curieux, je l'ai oublié. Voilà, voilà, je l'ai. Chez les anglophones ou les anglo-saxons, ça dépend, on décaisse de gros montants pour accompagner les ICC, les industries créatives et culturelles. Ils n'ont pas de souci à décaisser des centaines de millions pour accompagner des initiatives. Je pense que c'était un peu d'ailleurs un des pans de la préoccupation de Adja Kobele. Pourquoi, du côté des francophones, quand on donne ne serait-ce que 10 millions de francs CFA, on est persuadé qu'on a donné un gros montant? Si je ramène au Jayli Awards, nous sommes au Sofitel Abidjan en Côte d'Ivoire, nous louons la salle du Palais des Congrès pendant une semaine. Et ce n'est pas compressible, parce qu'il faut installer des équipements, il faut faire de la répétition. La location de la salle au Sofitel Côte d'Ivoire, c'est 15 millions par jour. Et donc, théoriquement, même quand le Sofitel est gentil, ils vont vous dire, écoutez, il n'y a pas de problème, on est partenaire, mais vous ne paierez pas moins de 50 millions. Là, je vous parle uniquement de la location de cette salle. Je ne parle pas de cette salle, je ne parle pas de 27 techniciens qui arrivent d'Europe. Je ne vous parle pas de 800 kilos complémentaires de lumière qui arrivent par bateau et par avion, ainsi de suite. C'est énorme, c'est budgétivore. Les anglophones, ils n'ont pas de souci quand vous présentez un tel projet. Alors oui, bien sûr, c'est bankable, ils vous accompagnent. Chez nous, quand quelqu'un vous donne 5 millions, à la limite, il est très exigeant. Oui, il faut qu'on prenne là, il faut que... En fait, il ne réalise pas que 5 millions, ce n'est même pas le millième du budget. Comment vous expliquez ça, cette réticence? Et cette question, elle est surtout pour Margot. Yes. Alors pourquoi elle est vraiment pour moi? Je ne crois pas avoir eu cette posture de dire j'ai donné beaucoup, mais... Non, je parle pas. Non, je veux. Pourquoi les francophones? Puisque Margot est la seule francophone autour de. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, mais alors je ne sais plus où, donc je n'ai pas exactement qui était cette personne qui avait sorti cette phrase, mais qui avait dit, et ça rebondit un peu sur la version risque ou pas, qui avait dit
quand une entreprise se crache aux États-Unis et que la personne vient redemander de l'argent, le banquier y va, alors que quand c'est en France, alors j'ai dû entendre ça en France, hein, quand c'est en France, le banquier n'y va plus jamais. Parce qu'en fait, le premier se dit, il a appris de ses erreurs, alors que le second se dit qu'il est un bon à rien et qu'il ne va pas y arriver. Bon, ça ne répond pas à la question, mais du coup, je pense que vraiment le mindset, et là, vous avez très bien répondu, je pense que dans le mindset, c'est vraiment le jour et la nuit. Et effectivement, moi, j'ai vu des choses au Nigeria, d'événements un peu chouettes, mais vraiment pas au niveau, par exemple, des Jayli ici, où, effectivement, il y a des investisseurs, alors c'est plus... pour le coup, c'est plus des donateurs, je trouve, que des investisseurs, mais qui arrivent et qui, pour avoir leur nom à poser, il y a une question d'image qui est beaucoup plus forte, je trouve, dans l'investissement qu'on peut trouver dans certains pays anglophones. Et par ailleurs, les institutions financières, effectivement, sont moins frileuses. Donc, l'un plus l'autre fait qu'un événement comme les Jayli qui a lieu au Nigeria, probablement au bout de la 3e édition, qui montre qu'il y a quelque chose qui est tangible, qui est régulier, qui est bien fait, qui envoie, probablement qu'il y aurait plus de banques et plus de donateurs privés qui ont envie, en fait, de s'associer à cette image, plus que dans les pays francophones, en effet. Et je ne l'explique pas autrement que par un mindset différent et qui est malheureusement énormément limitant pour les industries culturelles et créatives qui sont porteuses qui pour le coup en termes de communication ont tout à donner en fait à de potentiels financeurs, quoi. Okay, yeah, I can add to it. First of all, I want to thank the banker for being so brave and coming here not knowing much about our industry. But he was brave enough to sit here, and I want to thank you because there's a lot of misunderstanding, right? I think that's one of the major things about creative industry. There's a misunderstanding of how we make money, what kind of work do we do, what is the longevity of our product, what's the new technology that we're using. So I'm glad you're here. Thank you. I want to ask for the bigger project, right? For the guys who are doing entertainment properties like concerts and awards, for the fashion industry people who need to create a new line, or like a movie, someone who needs to have investment for a movie. Do you guys have at your bank a facility, like a bridging facility, short-term bridging facility that you can apply for these kind of occasions? Bridging like a short-term loan, say, for example, if I'm doing a concert and I've put down 50% deposit for the artist to arrive, but I'm 3 months away from the show and I need the rest of the 50%, and I need to book the venue, and I need to book the lights, and I need an extra 50 million CFA. And I need it, and I can give it back to you from ticket sales or merchandise sales. So there's like a 4-month or 5-month wait for you. Yeah, of course, but I need to explain why. Because basically we are investment bankers. We are not commercial bankers or most of the time finance on their balance sheet, okay? We are that type of bankers who are supposed to work with other banks, commercial banks that you will see on the street, and make sure that we find the right combination, what we call the structuration of the project, to provide a solution, given a certain constraint. Time frame is one, interest rate is one, so on and so forth. Okay, so we have the ability to find solution under tight constraint because we have a pool of private investors, namely high net worth individuals or family office that we maintain, who have a strong appetite for this type of opportunities and who are willing to accompany these initiatives. So yes, we can provide bridge loan based on these financial resources, whereas commercial banks have a tight analysis grid, and it might take some time, 4-month minimum, 5-month minimum for the analysis before providing you with a financial proposal.
Okay. And just to revert to previous question, why it is like that? Pourquoi c'est comme ça dans les pays francophones et c'est différent dans les pays anglophones? Bon, c'est vrai, il y a la question du mindset. Et puis il y a la question aussi de l'approche du risque. Encore une fois, c'est vraiment parce qu'on associe le risque avec le reward. On parle d'un risk-reward ratio. Voilà, donc dans la pratique, on s'appuie sur cette analyse binaire-là qui permet en tout cas de dire si oui ou non, effectivement, on va se positionner sur une opportunité. De plus en plus, on ajoute une troisième verticale, c'est vraiment l'impact. Voilà, donc risque, reward, donc rendement, risque et puis impact. Impact économique, impact social, impact environnemental dans l'analyse qui permet d'avancer en fait sur certains projets. Après, au-delà de ça, n'étant pas encore une fois un expert de l'industrie de l'art et des entreprises créatives, effectivement, je ne saurais expliquer ce qui se passe dans toutes les banques commerciales qui sont quand même divisées en secteurs. Il y a des experts du domaine de la construction, du domaine des infrastructures, du domaine de l'agro, et chaque, en tout cas, expertise a sa propre politique de financement ou d'investissement. Et je pense que c'est plutôt à eux de pouvoir adresser les questions du pourquoi ou du comment, effectivement. Nous, en tant que banque d'affaires, en tout cas à CMC, on essaye, quelle que soit la contrainte et quel que soit le sujet, de pouvoir trouver une solution originale pour répondre à des besoins du client. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous, le banquier, et puis pour Raphaël. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression que le problème réside au niveau de la forme juridique de l'entité qui vous approche. Quand on parle de banque commerciale, oui, on a affaire à une entreprise qui a but lucratif. Mais si la forme juridique de l'entité qui vous approche, genre par exemple une fondation ou une association, qui fait des demandes de fonds, est-ce que vous, en tant que banque d'investissement, vous avez la possibilité de donner à cette entreprise, à cette fondation-là, les moyens de pouvoir collecter de l'argent, par exemple? Vu que vous traitez tous les besoins de tout le monde, je suis une fondation, par exemple, la fondation Jayli Inc., par exemple, on a besoin de fonds pour pouvoir organiser, par exemple, cet événement-là, puisque ce n'est pas payant, c'est sur invitation, on est dans un autre modèle de business plan. Alors, on sait que beaucoup de fondations ont tendance à capter des fonds pour allouer à ce type d'événement-là. Est-ce que vous, en tant que banque d'investissement, vous avez cette corde-là à votre arc? Ça, c'est pour vous. Et puis pour Raphaël, je veux demander, est-ce que aujourd'hui, avec la situation que connaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui en termes de bouillonnement culturel, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, pour les entreprises de son pays de faire aussi comme vous, capter des fonds pour allouer à ce type d'événement en Côte d'Ivoire ici? Parce qu'on a besoin à un moment donné d'aller chercher ces fonds-là ailleurs pour que nos gouvernants se rendent compte de l'importance capitale que revêt ce type d'activité-là ici. On a la chance, par exemple, de voyager aussi pour la Côte d'Ivoire. On était en Guinée il n'y a pas longtemps, on a représenté le pays. On a l'impression qu'ailleurs, on se rend compte de la valeur de ce qu'on fait ici, plus qu'ici en Côte d'Ivoire. Alors je me dis peut-être qu'avec ce type de collaboration-là, on pourrait avancer sur le dossier. Donc au banquier et puis à Raphaël. Merci pour ces questions. Pour faire très court, oui, la réponse à la question concernant justement la forme juridique, enfin on a la possibilité d'accompagner justement quelle que soit la forme juridique, tant qu'il y a une forme quelque part. L'idée, c'est qu'on ait la pleine compréhension, que ce soit une ONG, une fondation, comme vous l'avez dit, une entreprise publique ou privée, une institution publique ou parapublique, qu'on ait une claire compréhension du business model, de la demande, de la piste d'audit aussi, justement pour savoir d'où viennent les fonds, pour justement pour pouvoir nous assurer effectivement d'une conformité justement aussi avec la loi. À partir du moment où tous ces paramètres-là sont, j'allais dire, verrouillés, nous pouvons accompagner le projet. Donc oui, en fait, la forme juridique n'est pas un sujet en réalité, puisqu'on trouve des financements pour des associations, quel que soit leur objet,
des fondations ou autres. Voilà. La prochaine question était pour Monsieur Benza. Okay, yes. Getting funding from South Africa, that was your question, right? I don't believe South Africans have any banks here, or I don't think there's any branch. I think there's not a lot of businesses that's from South Africa that's here except for MTN. But what you're requesting for, I think the solution could be, personal investors that are South African based, who either themselves get convinced about your foundation or convinced about your activities and want to fund it, and it will most likely be more like a bridge finance, short-term finance. We at Fifth Season, we actually trying to create a fund that individuals pour money into, and then we use that fund around the continent to fund events, but really, as risk avert as possible. But we use that money to fund different activities. But these are personal funds, so we will need to do some more check on the Jayli or whatever organization or whatever events, but they are set up so that it can be utilized in a short-term basis. And we've done something similar in South Africa. We funded a Boys to Men concert, where we were able to say, well, you 3 months before the event, you need some extra cash, we'll give you an extra cash, but you must return it within 4 months, and here's the interest rate. We realize that has worked. We haven't taken it outside of South Africa yet, but it's a fund that we want to create, and there's going to be multi-Pan-African investors who put money to that fund, and it will be prepared to help in cases like we need quick cash, we have constraints, we have a short time, here's our numbers, here's our access to our ticket sales, our previous event that we've done, and these are the returns. And so it works as a bridge vehicle for financing. It's still in development. Hopefully by 2026 we can have that locked down, and we start to look for projects to fund. Merci, Raphaël Benza. Thank you very much. Joy, on va vous laisser le micro pour un dernier tour avec les panélistes avant de clore ce premier panel inaugural donc de cette édition des Jayli. Well, thank you guys. Thank you very much. So I would like to ask the last question to our panelists. And my question will be, if you could build one thing tomorrow, right? One system or a structure that would completely transform financing for cultural industries in Africa, what would it be and why? Well, I just mentioned it actually. The last point that you just mentioned. I think from our experience for over the last 20 years, and I think because it's been tough to get money from banks, we've gotten money from private individuals. We've done sporadic once off, but I think creating a fund, right? Creating a fund that becomes a bridging capital for projects that we feel have good ROI. That's the quick solutions. If I had to choose one right now, all due respect to the foundations, the embassy, and all due respect to the banks, we're glad that they're coming on board. I think the embassy has been doing a lot of good work around Africa. They also have limited budget, and they have so many projects to fund, so they probably don't have big enough cash. But ours will be for big projects, limited time, ticket sales, kind of revenue finance, and we move on to the next. Because I think it's more or less similar to what the U.S. Embassy in Nairobi is doing with creatives. They tend to sponsor or finance part of their projects. They tend to include them, and then once the project is done, they tend to bring them back to share the experiences of what they went through. So I think in what I've seen in Kenya is the U.S. Embassy sometimes puts in money to specific creatives, sponsors their 1 or 2 projects, and then now they'll come out and probably share experience with the people that are there to listen. Yeah. I think the thing that is
like really what you talk about in Kenya is IVA Fund. IVA Fund that was supported by, like, the money came from the European, like people like me, you know, European Union, came from AFD, came from, now they're working with the MasterCard Foundation, so they gave money to the IVA Fund. So their role is to raise money for the creative industry. Then there are things good and things bad into it, and there are some complexity into this fund, but I totally agree with you on the fact that the only last thing that really missed in the ecosystem in sub-Saharan Africa right now is this kind of funds like IVA Fund try to do. Yeah, okay. Considering the current state of the Francophone marketplace, I think I would go for initiative to develop guarantees to mitigate the risk. So, okay, for investment funds, that is very innovative. But I will go for the majority of the actors so that can have an instrument which they can rely on to go before the financial institution practitioners and making their project viable. So yes, innovation for guarantees system and guarantees, financial guarantees for all the industry. There's ways to de-risk, because you can have first right of revenues from ticket sales. You can have first right of revenues from drink sales. You can have first right of revenues from merch to cover your initial amount and then percentage on your interest. Right. Yeah. This is a synthetic guarantee, we call it. Okay, right. But still, I mean, the music is already produced when you go for ticket sales and stuff. Yeah. You are at the end of the process. Whereas I'm targeting the very start for an artist who want to launch his business. Obviously, you have 20 years of experience. Yeah. I think you have other consideration, other issues at your from, early stages. Sorry. Even though we're 20 years in the business, but we're not a bank, we are for artists. So 20 years in the business, but just this year alone, I discovered an artist that I've started from grassroots. So we still have that mentality of grassroots. How do you get started from grassroots? And we also have that mentality of someone who's been 10 years in the business and what their needs are. So we know what their needs are, as well as know what the need are for someone who has his first song, second song. And we can definitely consult and advise you on it. Like I said, I'm very glad that you're here. We need it. I'm very glad you're here. We haven't had this in South Africa, actually. But this is a practical solution as well. Initiative from the expert from the sector as well. Cool. So, well, I think we've come to the end of our session today. I want to say a massive, massive thank you to our panelists and everyone that joined this conversation. I hope you grasped one or two things here. And also a massive thank you to Jayli Awards for making this happen. And thank you once again. God bless. Merci beaucoup Joy Wayodi pour avoir été modératrice de ce premier panel de la journée. Il y a d'autres panels, on va faire une photo de famille. Entre-temps, pitchez un petit peu pour le prochain panel. Le prochain panel, si je vous dis intelligence artificielle et industrie musicale, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc je demande aux panélistes de rester sur place pour une photo de famille finale. Entre-temps, je demande intelligence artificielle et industrie musicale. Ça parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des fans d'intelligence artificielle dans cette salle? Des passionnés d'intelligence artificielle? On est en 2025, il n'y a pas de passionnés d'intelligence artificielle ici? Vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle? Qui utilise ChatGPT ici? Donc en fait, il fallait que je dise ChatGPT seulement, vous connaissez. Jayli aussi, pour faire des photos. Qui connaît une intelligence artificielle pour faire de la musique, par exemple? Il y a quelqu'un ici? Très bien, ok. Donc, intelligence artificielle et industrie musicale, ça va être super intéressant. C'est dans quelques minutes seulement, dans une vingtaine de minutes, c'est à la salle Chandelier. C'est pas compliqué à trouver, vous demandez juste dans le hall de l'Hôtel Ivoire. Ce serait pas bien que vous ratiez ce panel-là. Donc on vous invite tout de suite, là, dans 30 petites minutes. Salle Chandelier. Alors le thème, le bon thème, le thème juste, je vous le donne. Voilà.
Intelligence artificielle, opportunité et menace pour l'industrie musicale. Il y aura comme modératrice Sonia Guiza de NCI, de la télé d'ici. On aura Henri Simenou, Fandi Edoukou Aka et Malcolm Olagundoye, Chopsticks. Donc vous êtes invités dans 30 petites minutes, le temps de respirer, boire un petit peu d'eau, vous rafraîchir. On se retrouve à la salle Chandelier pour parler IA. À tout à l'heure. Investissez dans les filières coton et anacarde, créez de la valeur ajoutée et contribuez à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Les filières coton et anacarde ivoiriennes, ce sont près du quart de la production mondiale et un peu moins de la moitié de l'offre mondiale de noix brutes de cajou. Une position de premier producteur, premier exploitateur mondial de noix brutes et deuxième fournisseur mondial d'amandes de cajou. Un potentiel d'installation d'unités de transformation d'une capacité annuelle de près de 1 million de tonnes de noix de cajou. Un potentiel de production de plus de 600 000 tonnes de coton-graine, environ 258 000 tonnes de fibres de coton. Un potentiel de développement de l'industrie locale du textile, notamment la filature et le tissage. Un marché d'intrants coton de plus de 60 milliards de francs CFA par campagne agricole. Un immense potentiel de création de richesses et d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Pour un développement durable des filières coton et anacarde. On va voir comment on fait un produit. Non, je vais passer en 7. Regarde les petits. Ok. Non, je vais passer une info, mais ils sont partis. On peut jouer. J'ai de grands projets d'avenir. Et je suis aussi resté fier de mes origines. Fidèle à mes proches, je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé, grâce à AFG. Un groupe africain nouvelle génération. Un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG Bank, nous pouvons réaliser vos rêves. AFG Bank, et tout devient possible. Avec plus de 50% de part de marché aujourd'hui, notre stratégie, c'est de donner le ton qui va permettre à chacune et à chacun d'être dans un monde numérique qui soit responsable et donc meilleur.
de pouvoir faire des paiements, des rechargements, avoir une marketplace. Pour nous, ça, c'est capital. Nous voulons être une nation de paix et d'éducation qui va être le terreau du développement économique de demain. Depuis que j'ai suivi la formation, je gère bien maintenant et vraiment j'en suis fier. Avant 1 an, je sais écrire. Je remercie beaucoup Orange. De la petite entreprise à la grosse entreprise. Il est important pour le développement de la Côte d'Ivoire que ces entreprises aient la meilleure connectivité possible. 96% des populations sont couvertes aujourd'hui en connectivité 4G et bien évidemment la fibre qui leur donne cette connectivité au plus près des domiciles et dans les villes urbaines. Et nous continuerons ce déploiement-là dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Ça me rend fier. Pour offrir des services de qualité à nos clients, nous pouvons compter sur des partenaires techniques de confiance. Grâce aux compétences de Kaidan Group, nous déployons avec succès des infrastructures numériques performantes, notamment la fibre optique, pour l'accès de nos clients à l'univers des